Bonjour à tous. Je vous interromps dans vos conversations, je suis désolé. On va commencer tout de suite pour parler d'Elasticsearch chez Blablacar. Je vais commencer par corriger une de mes erreurs dans le titre de la présentation. C'est Elasticsearch avec un S minuscule. Il y en a beaucoup qui font l'erreur, dont moi. Donc voilà. Merci à Damien Alexandre pour sa petite correction dans l'article de blog. Je me présente, je m'appelle Olivier Dolbeau, je travaille chez Blablacar depuis maintenant environ 4 ans, et donc je suis architecte là-bas, je m'occupe de tout ce qui est code de manière générale, Elasticsearch, Rabbit, etc. Mais parlons d'Elasticsearch. Déjà, qui parmi vous ne connaît pas du tout Elasticsearch? À part les deux de chez Blablacar qui lèvent la main. Donc pour commencer, j'ai mis un vieux logo. Alors déjà parce que c'est un des seuls que j'ai trouvé qui était à peu près bien, et aussi surtout parce qu'on utilise une vieille version chez nous, malheureusement, on doit être en 1.9, si je dis pas de bêtises. Et évidemment, il y a la version 2 qui est sortie, mais bon, on en reparlera plus tard. Elasticsearch, voilà à quoi ressemble la page du produit. Bon, on va rentrer rapidement dans les détails. Donc ça parle de real-time, etc. Ça, c'est les deux premiers trucs, c'est le discours marketing. Concrètement, on s'en fout. C'est juste que c'est rapide, c'est bien. Wouhou. Ensuite, il parle de distribution et de haute high availability, donc ça c'est vrai. Enfin, c'est super simple de faire des clusters avec Elasticsearch. C'est très bien distribué, on peut configurer un peu tout ce qu'on veut, etc. Donc c'est plutôt cool. On n'en parlera pas du tout aujourd'hui, mais tant pis. C'est orienté document, donc ça par contre on va vraiment le voir, c'est super bien aussi. Alors ils mettent schéma free. Vous avez la possibilité évidemment de fixer un schéma, encore une fois, enfin encore un sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Je vous conseille de toujours fixer votre schéma, hein, parce que même si c'est schéma free, on n'a pas les mêmes possibilités avec et sans schéma. Bref. C'est open source, ça c'est génial. Voilà. Et surtout, il y a une magnifique API. Et en l'occurrence, on va jouer un peu aujourd'hui avec, et vous allez voir qu'elle est vraiment très bien foutue. Mais voilà, suffisamment parlé, maintenant je vais vous montrer un peu de code, on va dire. Donc par exemple, comment faire pour insérer un nouveau document dans Elasticsearch. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du REST. Donc il suffit de faire un post sur une ressource. Enfin en l'occurrence, là on va stocker ça dans l'index plants et on va créer un nouveau fruit. En l'occurrence, ce nouveau fruit c'est une banane, parce que les bananes c'est génial et mes collègues de Blablacar pourront vous le dire. Bref. Et donc là, on crée un nouveau document dans Elasticsearch qui contient différents champs. J'ai mis des trucs un peu bidons, genre un nom, une description, etc. Et ensuite, Elasticsearch nous répond, voilà, c'est créé, tout va bien, c'est parfait. Donc évidemment, une fois que mon document est créé, je peux le récupérer. Donc évidemment, c'est du REST, il suffit de faire un get sur la ressource qui vient d'être créée. J'utilise PJSON,
je l'ai perdu. Qui est donc tout en haut à gauche, on veut être capable d'agréger les documents par heure de départ, heure departure time. Donc là, l'objectif, ça va être d'avoir le nombre de trajets qui partent chaque heure pour être capable d'avoir un slider qui s'adapte comme il faut. Donc là, évidemment, en trip hour minute, c'est encore un nouveau champ dans notre document, qui lui va contenir en fait la minute de départ du jour. Donc par exemple, si la personne part à 1h du mat, ce sera 60, à 1h30, ce sera 90, etc., etc. Donc là, on va demander à Elasticsearch de nous faire une agrégation. La query qui est là-haut n'a pas bougé, c'est toujours la même. On rajoute juste une agrégation. Et voilà le résultat, donc c'est un peu illisible. En gros, ça ressemble à ça. Donc pour la clé 0, j'en ai 5. Ça veut dire que j'ai 5 trajets qui partent entre minuit et 1h. Bon, c'est parce que c'est des données de test, ils partent tous à minuit en fait. Et tous les autres sont à 0, sauf le dernier qui est à 1 d'ailleurs. Bon, bref. Donc là voilà, Elasticsearch m'a renvoyé les résultats de mon agrégation. Ce qui va me permettre, moi, côté PHP, côté JS, etc., de créer mon slider et de mettre les bornes au bon endroit. Parce qu'on ne va pas s'amuser à mettre minuit et 23h si tous les trajets sont entre midi et 14h. Sinon la personne va slider, ça va rafraîchir la page, les résultats n'auront pas bougé, c'est pas terrible. Bref, continuons avec le prix, qui est quand même plus intéressant que l'heure de départ. C'est exactement la même agrégation, sauf que cette fois-ci, je prends un intervalle de 1. Donc comme vous vous en doutez, derrière, dans mes résultats, je vais avoir tous les documents répartis par prix. Et donc là, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant, parce que ça va nous permettre d'avoir un slider qui va commencer au prix minimum et qui va s'arrêter au prix maximum. Donc, encore un petit pour la route, les photos. Donc là, c'est un nouveau type d'agrégation, c'est missing. D'ailleurs, j'aurais pas dû l'appeler as photo, j'aurais dû l'appeler withers photo, mais tant pis, c'est pas grave. Et donc on lui demande de faire une agrégation sur le champ user photo en comptant en fait tous ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas ce champ-là, tous les documents pour lesquels ce champ-là est absent. Et donc là, il nous renvoie ça, ascount 2. Donc ça, c'est une des agrégations les plus simples où il n'y a vraiment rien à comprendre, c'est vraiment nickel. Allez, la dernière, véhicule confort. Donc cette fois-ci, c'est encore une autre agrégation, c'est type terme. Donc nous, de notre côté, quand on l'indexe, on va en fait tout de suite préparer le document pour que cette facette-là fonctionne. Donc on va mettre confortable, luxe, etc. On le verra juste après. Et donc là, je lui demande de faire une facette de type terme sur le car comfort. Voilà, magnifique. Et donc là, il va nous renvoyer, donc, comme je vous disais, les clés. Donc CO, c'est une norme interne, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc CO normal, il y en a 5, et véhicule de luxe, il y en a 1. Voilà comment on fait les agrégations chez nous. Donc là, on pourrait se dire, c'est bon, c'est terminé. On a déjà filtré nos résultats, c'est magnifique, les résultats s'affichent, toutes nos agrégations sont terminées, mais c'est pas si simple. Et je prends cette recherche-là. Donc c'est toujours la même, c'est toujours entre Paris et Clermont le 22, c'est le PHP Tour. Par contre, cette fois, j'ai coché une facette. J'ai demandé à n'avoir que des véhicules de luxe. Donc comment on ferait ça? Au final, la personne qui a coché véhicule de luxe a juste voulu filtrer les résultats. Donc à partir de là, ici, on change la query, on lui dit, là j'ai changé la query, on aurait très bien pu rajouter un filtre juste en dessous. Ça revient au même. Donc là, on a filtré la query en lui disant, tu ne sors que les documents qui ont un car confort luxe. Ça paraît obvious, forcément, la personne a cliqué sur luxe. Les filtres ne changent pas, les agrégations non plus. Je l'ai remise pour qu'on la voit bien, mais elle n'a pas changé du tout. Le problème, c'est qu'ensuite, Elasticsearch va me renvoyer ça. Il va me renvoyer les agrégations. Et de mon agrégation pour le confort, j'aurai juste un seul véhicule qui sera de luxe. Et c'est problématique parce que ici, je veux pouvoir afficher tous les véhicules en fait. Je veux que la personne puisse rechanger le confort du véhicule. Avec la réponse Elasticsearch, je ne peux pas. Mais c'est totalement logique. J'ai récupéré ce dessin sur le blog, sur l'article de blog d'Elasticsearch. Il est imbitable comme ça, mais quand on lit l'article de blog, il est vraiment cool. Donc en fait, je sais pas si non, on voit que dalle. Donc tout en haut des différentes couleurs, en fait, ça va être tous les documents qui sont dans Elasticsearch. Donc en l'occurrence, là on a des trajets Paris-Clermont, c'est ceux qui sont en bleu qui nous intéressent. Et on va avoir des Paris-Nantes en rouge, etc. Donc là, on va faire une filtered query. Donc ça n'existe plus, c'est ce que je vous ai montré juste avant. En fait, on fait juste une requête avec des filtres, comme on a fait, enfin un truc de base. Et là, on va récupérer uniquement les Paris-Clermont. Donc c'est ceux qui sont en bleu. Le seul problème, c'est normal, c'est fait comme ça. Ensuite, on va appliquer les agrégations. Donc par exemple, les carrés, ce sera les véhicules de luxe, les ronds, les véhicules confortables, et les triangles, les autres.
Et donc là, évidemment, nos agrégations sont faites sur les documents qui correspondent à un résultat de recherche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas prendre en compte le filtre. Donc, enfin, forcément, si je rajoute le filtre, pardon, véhicule de luxe, mes agrégations ne fonctionnent plus. Enfin, pas comme je le voudrais. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser en fait les post-filters. Donc toutes nos agrégations vont être faites sur les résultats filtrés, et les post-filters vont nous permettre de filtrer les résultats. Donc en fait, je vais récupérer tous les trajets Paris-Clermont qui sont le 26, et je vais faire mes agrégations dessus, et une fois que c'est fait, là je refiltre mes résultats en ne gardant que ceux qui ont des véhicules de luxe. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est revenu à un match all comme avant, vu qu'on n'a pas besoin, enfin on ne veut pas mettre le filtre à cet endroit-là, et on l'a rajouté en post-filter. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est dans l'ordre. J'ai d'abord la query, ensuite les agrégations, ensuite les post-filters. Donc il va d'abord faire la query, me renvoyer des résultats, me faire mes agrégations en fonction de ces résultats, et enfin, refiltrer tous les documents pour ne sortir que ceux qui correspondent au dernier filtre, enfin, qui sont éliminés. Donc le seul souci en faisant ça, c'est que, évidemment, toutes mes autres agrégations, comme par exemple le prix, la date de départ, etc., elles deviennent fausses, vu qu'elles vont être faites sur tous les résultats. Et moi, je veux qu'elles soient faites uniquement sur les résultats de Paris-Clermont en mai, avec des véhicules de luxe. Donc en fait, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux buckets dans les agrégations. Donc le premier, que j'ai appelé agrégation with Lux Comfort, original. Et dedans, en fait, j'ai rajouté un filtre. Donc en fait, j'ai filtré mes agrégations. C'est-à-dire que toutes les agrégations qui seront en dessous seront filtrées. Donc c'est exactement ce que je veux en fait. Je veux que pour l'heure de départ, les prix et pour les photos, je ne veux que des agrégations qui soient faites sur un résultat filtré. Donc je rajoute mon filtre, le même que tout à l'heure, véhicule de luxe. Par contre, pour le confort du véhicule, là cette fois, je ne veux pas filtrer. Je veux que ça soit fait sur la query complète. Donc là, comme je vous ai dit, c'est les agrégations filtrées. Et ici, celle-ci n'est pas changée, c'est celle qui n'est pas filtrée. Donc voilà ce que me renvoie Elasticsearch. Donc là, j'ai mes agrégations filtrées. Donc on retrouve bien le nom que je lui ai donné, agrégation with Lux Comfort. Et dedans, en fait, je vais avoir mes trois agrégations, hours, price et as-photo, qui vont correspondre à tous les résultats qui seront affichés au final. Et ensuite, j'ai celle-ci qui est non filtrée, et au final, qui est exactement la même qu'au départ. Et donc ça nous permet d'avoir ces agrégations à gauche. Comme vous pouvez le voir, il y a deux résultats, et en expérience, je retrouve bien les deux résultats. Par contre, en véhicule, au total, il y en a 5, parce que je peux changer, etc. Donc voilà, filtré, non filtré. Donc au final, c'est terminé. Voilà comment on a construit la recherche chez Blablacar. Au final, notre requête, elle ressemble à ça. Donc on retrouve la partie tout en haut avec la query, les filtres, donc la query qui est filtrée. Donc ces filtres-là vont s'appliquer à tout, donc que ce soit les résultats renvoyés comme les agrégations. On a ensuite la partie agrégation, donc c'est là qu'on va expliquer à AES comment on veut agréger le résultat, en fonction de quels critères, etc. Et enfin les post-filters qui ne vont pas impacter les agrégations, mais vont impacter les résultats renvoyés. Donc là c'est la requête qui permet d'avoir une recherche de base. Je vais vous montrer ce que c'est en vrai. En vrai, c'est ça en fait. Donc on voit absolument rien, hein, c'est normal. Et déjà, pour chaque page de résultats, on est obligé de faire deux requêtes Elasticsearch. Donc ça, c'est un petit problème, c'est by design. Le souci qu'on a, c'est, admettons, quelqu'un fait un trajet Paris-Marseille, mais met 2 points de départ dans Paris. Donc admettons, il va, alors je connais pas très bien les portes de Paris, il y a quoi dans le nord comme porte? Chapelle, très bien. Bon, admettons, la personne fait porte de Chapelle, porte d'Orléans, qui est à côté. Ouais, en bas, ouais, c'est ça, enfin à côté. Bref, la personne fait porte de la Chapelle, porte d'Orléans, Marseille. Le problème, c'est que dans ce cas-là, il y a deux de ces trajets qui vont remonter. Le porte de la Chapelle Marseille et le porte d'Orléans Marseille. Et ça, évidemment, chez nous, on ne veut pas que la personne remonte 2 fois dans la zone de recherche, parce que tout simplement, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour ça, en fait, on va faire une première requête pour récupérer tous les trajets qui vont correspondre à nos critères de recherche. Donc c'est la première que vous voyez à gauche, enfin que vous ne voyez pas en fait, mais je vous le dis, elle est là. Donc c'est celle qui va nous renvoyer en fait tous les résultats qui vont correspondre aux critères de recherche, donc ville de départ, ville d'arrivée et date. Ça va nous renvoyer uniquement certains champs qu'on a filtrés en bas.
À partir de ces champs, en PHP, on va supprimer tous les trajets qui ne nous intéressent pas. Et ensuite, on va refaire l'énorme requête qui est à droite et qui, elle, va nous permettre en fait, d'afficher toutes les agrégations. On pourrait probablement éviter ça, j'ai encore jamais testé, mais avec Elasticsearch 2.0, normalement avec tout ce qui est top, hit, etc., on n'aurait pas besoin de faire ça, mais bon, comme on est sur une vieille version, bah on en fait deux, quoi. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Et je me rends compte qu'il y en a certaines dont j'aurais pu parler, parce que je pense que j'ai été très rapide. Premièrement, toute la partie clustering, on en a parlé. C'est dans la page de présentation d'Elasticsearch. Comme je vous l'ai dit, chez nous, on a 5 clusters, il n'y en a pas un qui est identique. Enfin, on aurait pu en parler, mais tant pis, on n'en parlera pas. Là, on voit absolument rien. Mais en gros, tout ce qui est gestion des index, des types, des alias, en gros, c'est comment stocker vos informations dans Elasticsearch. Donc, je vous ai parlé des schémas free. Donc, vous pouvez déclarer un mapping pour faire en sorte que votre document ne soit plus schéma free et corresponde à des types de champs bien précis. Par exemple, dans l'autre cas, on est obligé de le faire pour les coordonnées. Sinon, Elasticsearch va considérer que c'est un champ texte, par défaut, parce qu'il ne peut pas deviner que c'est les coordonnées. Et puisque c'est un champ texte, vous ne pourrez pas faire des filtres sur des géofiltres. Bref, tout ça, pareil, il y a de quoi donner un talk complet. Tout ce qui est percolator, c'est des recherches inversées. C'est-à-dire que vous stockez des recherches dans Elasticsearch, et ensuite vous lui soumettez des documents, et vous lui demandez à quelle recherche, vous lui demandez dans quelle recherche votre document pourrait être envoyé. Il y a plein de use cases différents. Tout ce qui est recherche de texte, enfin tout ce qui est recherche textuelle, on n'en a pas parlé du tout, et pourtant il y a énormément de choses à voir. Mais clairement, je suis pas un spécialiste là-dessus, donc c'est pas plus mal qu'on n'ait pas parlé. Bref, pour tout ça, juste lisez la doc, elle est vraiment super claire, et il y a vraiment pas mal d'informations, vous devriez trouver votre bonheur. Dernière chose, ouais je sais, c'était Symfony Live. J'ai pas du tout parlé de Symfony, ni de PHP. Parce que je pensais ne pas avoir le temps et au final je me rends compte que j'aurais pu avoir un peu de temps pour le faire, hein, mais tant pis, n'hésitez pas à poser des questions ou à venir me voir après. Merci beaucoup. Et donc on a un quart d'heure de questions, n'hésitez pas. Bonjour. Je voulais savoir comment vous écriviez vos requêtes Elasticsearch, si vous écriviez directement le JSON, si vous passez par des tableaux, ou si vous passez par une librairie type Elastica ou autre. Parce que je sais que nous, on galère pour écrire ces JSON qui sont très très longs en fait. Ouais, en fait, ouais. Enfin là j'ai déjà 100 slides en fait dans la présentation, je pensais pas finir aussi vite, tant pis. Et je voulais parler un peu de la manière dont j'ai utilisé Elasticsearch avec PHP. Donc on fait du Symfony évidemment. Chez nous on n'utilise pas le bundle. Il y a certainement une très bonne raison pour ça, mais là tout de suite je ne me rappelle pas. Par contre on utilise la lib Elastica. Et pour ceux qui ne savent pas encore quelle lib utiliser, il y a Jollycode qui a fait un super article où il compare les différentes librairies. Donc là je pense qu'il est un peu... je ne sais pas s'il est à jour, mais je sais qu'il la met à jour régulièrement, donc normalement vous devriez avoir des informations intéressantes. Mais oui, on utilise la lib Elastica, on fait rarement nos requêtes à la main. Ou alors on les fait à la main pour vérifier que la manière dont on veut faire nos requêtes est bonne, et ensuite on transcrit ça en Elastica. Bonjour, merci, c'était une belle présentation. Tu as surtout mis l'accent sur la force d'Elasticsearch pour créer des formulaires de filtres, d'agrégats. Mais au début de la présentation, tu as dit que tu l'utilisais par exemple sur la home pour les top research, enfin les top trajets. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'utiliser là-dessus plutôt qu'une simple requête SQL qui ferait bien le boulot aussi? Et là, j'ai envie de faire monter quelqu'un sur scène. En fait, j'ai pas du tout bossé sur ce sujet-là. Je l'ai mis parce que, j'y ai bossé côté Ops, on va dire, mais côté Dev, je sais pas du tout comment c'est implémenté. Mais si jamais vous voulez en parler, il faut aller voir le petit monsieur là-bas qui est en plein milieu, qui est entouré de hoodies bleus, mais qui n'a pas le sien. Ok. Désolé. Pas d'autres questions? Ah. Ici.
Salut. Au début, tu disais que vous réindexiez tous les 15 jours, enfin 2 fois par mois, Elasticsearch. J'ai pas compris cette slide. Non, t'as pas compris. Laquelle? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, j'ai dit qu'on faisait 2 millions d'indexations par mois. Voilà. Et juste après, Après, avant? Non, continue d'aller vers le début. Je ne sais pas menti, il y a beaucoup de slides. Hein. Là? Ça veut dire quoi en fait? 2 millions d'indexations par mois. C'est-à-dire qu'on indexe, enfin on demande à Elasticsearch de créer ou de modifier, ou de supprimer d'ailleurs, 2 millions de documents par mois en fait. Donc par exemple là, si moi demain je dis je fais un Paris-Marseille, ça va être compté dans ces 2 millions là, c'est ça? Oui. D'accord, ok. C'est ça. Je sais même pas comment j'ai récupéré ce chiffre là en fait. Mais ouais. Ah mais non, c'est totalement faux en plus, je viens de penser à la manière dont je l'avais récupéré. En fait on fait 2 millions de demandes de bulk par mois. Ouais, j'ai pas parlé du bulk du tout, en fait ça permet d'indexer, enfin de créer, de modifier ou de supprimer des documents en bulk en fait. Donc Elasticsearch supporte ça, on l'utilise parce que sinon on ferait un nombre d'appels juste impossible au cluster. Et on en fait 2 millions en fait, on fait 2 millions de demandes de bulk par mois. Donc dans un bulk il peut y avoir, je sais pas, aussi bien 100 documents indexés qu'un seul en fait. Bonjour. Vous avez parlé d'une limite, enfin, un des cas que vous avez eu au niveau limitation, c'était sur la recherche par proximité. Par exemple, vous deviez faire 2 requêtes pour pouvoir exclure les doublons dans les résultats de recherche. Est-ce que vous avez eu d'autres cas comme ça, un peu de limitation concrète, ailleurs sur le site ou même sur la recherche? Sur l'indexation par exemple, aujourd'hui on a toute une stack d'indexation, enfin une stack, c'est un peu un bien grand mot, mais en fait on a un peu une sorte d'event bus avec RabbitMQ, donc dès qu'il y a un événement qui se produit sur un trajet ou un user qui va nécessiter une réindexation, ça passe par RabbitMQ. Là on a un worker en PHP qui va se charger de récupérer toutes les informations nécessaires pour réindexer et les envoyer au format bulk dans RabbitMQ. Et là en fait on a un worker en Java qui est un nœud du cluster ES. Donc en fait, le worker Java, c'est vraiment un nœud, juste il n'a pas de data sur lui. On l'appelle jamais pour faire des requêtes, évidemment, vu que c'est pas son boulot. Mais il fait vraiment partie du cluster. Et ça nous a permis de booster nos performances d'indexation énormément. Et au départ, on a eu quelques soucis. Au départ, dans les précédentes versions d'Elasticsearch, on a vite arrêté de faire du HTTP parce que quand il y a vraiment un gros volume, c'est pas l'idéal. On est très vite passé à un système de River qui était dans les précédentes versions d'Elasticsearch. En gros, ça faisait pareil, il y avait un thread dans ES qui tournait pour récupérer des documents dans une queue Rabbit donnée. Ça, le support a été deprecated et c'était viré des nouvelles versions. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est on a fait une River externe en fait. Donc on a juste un bout de code en Java qui se connecte à Rabbit, à ES et qui fait passe-plat. Donc ça, c'est un des autres problèmes qu'on a eu. Après, si on a eu, c'est pas vraiment des soucis, on a dû tâtonner un petit peu au départ pour savoir comment indexer nos documents, quelles informations mettre dans le document pour être capable de faire tout ce qu'on veut derrière dans une recherche. Par exemple, il y a des fois, on va vouloir, je ne l'ai pas montré, dans le back-office, on a aussi un outil de contact en fait, où on va avoir tous nos contacts business, les journalistes, etc. qui sont indexés dedans. Et là, par exemple, on a une facette sur leur compagnie. Et le problème, c'est que c'est comment tu indexes ce champ-là pour être capable de faire une recherche de membres à partir d'un morceau de la compagnie, par exemple Sensio Labs. Si je tape juste Sensio, je veux que tous les résultats ressortent. Donc ça veut dire que tu vas demander à Elasticsearch d'être capable de faire des recherches sur les deux, Sensio et Labs par exemple. Le problème, c'est quand tu fais ta facette, tu ne peux pas avoir une facette Sensio et une facette Labs. Donc en fait, ce champ-là est indexé de 2 manières différentes. Donc là, on n'a pas eu de problème, mais on s'est un peu tâtonné au départ parce qu'on ne connaissait pas forcément les meilleurs moyens de le faire, mais bon, ça se fait très bien, quoi. Merci. Oui. Pas d'autres questions? Ah, si. Je voulais savoir, en fait, nous on sert en fait d'Elasticsearch. Là, coucou au milieu. Ah. Et en fait, pardon, je croyais que tu voulais un slide, désolé. Non. Du coup, en fait, on sert de Elasticsearch, mais en fait, on dénormalise notre schéma SQL.
Notamment, par exemple, je prends un exemple bête, on a un utilisateur qui écrit des posts, et lorsqu'on fait une recherche, par exemple, on va vouloir rechercher donc, certains mots qui se retrouvent dans le post et dire par rapport à tel utilisateur. Et en fait, après, on peut avoir par exemple un autre index où c'est des commentaires. Mais donc pareil, un commentaire, il y a du texte et un auteur. Donc l'auteur, ça peut être le même que celui qui a écrit le post. Admettons, en fait, demain, l'utilisateur, il change de nom ou d'adresse mail, etc. Est-ce que vous en fait, vous dénormalisez le schéma aussi? Et si oui, en fait, comment vous arrivez à mettre le nom d'utilisateur à jour dans les deux index? Alors oui, on dénormalise complètement, parce que c'est le but avec Elasticsearch, pardon, c'est il n'y a pas de jointure, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Oubliez-les. Et en gros, on a juste un grand document qui contient les informations, comme ici, sur le trajet, le véhicule, le user. Et dès qu'il y a un changement qui est fait par l'application qui va impacter le document Elasticsearch, là, en fait, on a notre worker qui va écouter tous ces changements et qui va aller demander à réindexer. Donc on écoute énormément d'events en final. Parce que forcément, dès qu'il y a un trajet qui est modifié, il faut le réindexer. Mais ça, c'est trivial, c'est logique. Par contre, dès qu'un utilisateur va modifier sa biographie, alors ça, c'est l'exemple magnifique. On a un utilisateur qui modifie sa biographie. Quand il fait ça, il peut potentiellement changer de grade. Il peut passer, par exemple, ambassadeur ou habitué ou que sais-je encore. Donc forcément, là, ce qui se passe, c'est qu'on envoie un message d'un Rabbit. On va mettre à jour donc la complétion de son profil. Donc admettons, la personne passe à 100%. Là, quand c'est le cas, on renvoie un événement d'un Rabbit. Parce que forcément, ça va impacter son grade. Donc là, on a un worker qui, lui, son boulot, c'est juste de changer le grade. Donc il change le grade, donc en base, tout ça. Et il renvoie un événement dans Rabbit. Et là, notre worker d'indexation va écouter cet événement en disant « Ah, la personne a changé de grade, ça veut dire que s'il a des trajets, il faut que je réindexe tout. » Et donc là, potentiellement, quand la personne fait quelque chose d'aussi trivial que changer sa biographie, derrière, on peut très bien réindexer des centaines de trajets. Parce que si la personne a un trajet régulier sur 2 mois, entre 2 villes, etc., potentiellement, ça fait énormément de trajets. Donc ouais, c'est loin d'être trivial à gérer. Je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Enfin, il n'y a pas de recette miracle, en fait, mais ouais, on est obligé de faire pareil. Enfin, dès qu'il y a un changement, on réindexe tout. C'est pas toi tout seul, à mon avis, tu vas faire tomber notre cluster. Mais tu peux essayer. Oui. Pas trop quand même, pardon. Bonjour. Où es-tu? Je suis là. Ah, pardon. Non, j'aurais voulu vous poser une question. J'ai les filtres et les agrégats, est-ce qu'ils peuvent venir du coup en complément du scoring? Parce que du coup, des fois, on a tendance à booster le score. Est-ce qu'il y a un vrai... Le scoring, c'est pareil, j'en ai pas parlé, j'aurais dû mettre à la fin encore un truc dont je n'ai pas parlé avec Elasticsearch. En fait, là, on n'a pas du tout parlé scoring parce que j'en ai pas fait, c'est Elasticsearch qui a tout fait lui-même. C'est lui qui a décidé de scorer les documents. Et en fait, là, le score va être fait en fonction de ta query et de tes filtres. Donc là, en l'occurrence, par exemple, je vois pas comment Elasticsearch pourrait mettre un score plus ou moins important si je lui avais donné uniquement une date. Parce que tous mes trajets sont dans l'intervalle demandé, donc aucun souci. Par contre, là, j'aurais pu lui demander de trier mes résultats en fonction de la proximité du point de départ demandé, par exemple. Donc là, c'est même pas du scoring, c'est juste changer l'ordre. Et en fonction de ton ordre, le filtre aurait suffi. Mais le scoring, en fait, à quel moment on peut avoir besoin de le booster, en fait? Ouais, alors, le scoring, on l'utilise chez nous pour l'un des exemples que j'ai donné au départ, les favoris de route. Donc en fait, la personne demande à recevoir chaque mercredi une sélection des départs et des retours. Donc par exemple, si je fais un Paris-Clermont, tous les mercredis, je vais recevoir par mail des départs qui potentiellement peuvent m'intéresser pour aller à Clermont ce week-end. Enfin, des départs et des retours. Et le problème, c'est que des départs, enfin des allers-retours à Clermont sur le week-end qui arrive, on en a mais énormément. Et en fait, pour choisir lesquels peuvent correspondre à la personne, là justement, on va utiliser uniquement du scoring. On filtre évidemment sur date de départ, date d'arrivée et la date, mais on ne rajoute pas d'autres filtres. On va rajouter du scoring sur potentiellement l'heure de départ. Peut-être que si le départ est entre 18h et 20h, la personne sera plus intéressée. Donc là, on va booster un peu le scoring de ses trajets. On va booster le scoring si la personne a un véhicule de luxe, parce que ça plaît plus aux gens, etc., etc. Donc là, on ne filtre pas, parce que si on filtrait, il y a des destinations pour lesquelles on n'aurait pas du tout de résultat, mais on fait du scoring. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Si, c'est bon, c'est plus clair pour moi, merci.
Bonjour. Moi j'ai une question concernant les queries et les filters, puisqu'a priori il semblerait qu'on pourrait utiliser dans certains cas à la fois soit les queries, soit les filters pour récupérer nos données, enfin en tout cas pour les filtrer finalement. Et je voulais savoir s'il y avait une différence de performance, notamment l'utilisation de l'un ou l'autre, ou s'il y a d'autres différences. En fait, les filtres sont dispo à toutes les étapes de la requête. Donc dans la query, dans les agrégations et en post-filter. Pour les problématiques de perf, en fait, c'est pas forcément l'outil que tu utilises qui va jouer sur les perfs, c'est ce que tu lui donnes à manger comme data en fait. Genre là, en plus, l'exemple que je vous donnais est faux parce que j'ai récupéré tous les trajets qui étaient pour le jour demandé. Mais si par exemple on est ce jour-là, donc si je veux tous les trajets pour parler clairement aujourd'hui, je vais lui demander de me donner tous les trajets à partir de maintenant. Ou dans une heure, enfin c'est pas la question. Le problème c'est que là je vais lui donner un filtre avec un input qui va tout le temps changer. Et donc ça il ne saura pas le mettre en cache. Donc au final il faut faire attention à ce que tu donnes dans tes filtres. Par exemple là pour la date, tu vas essayer d'arrondir à 1 heure. Tu vas lui dire si on est à 14h35, tu me donnes tous les trajets à partir de 15h. Et tu fais ça jusqu'à 15h. Après tu passes à 16h. Ce qui fait que pendant 1 heure, lui est capable de mettre en fait les résultats en cache et de mettre à jour ses caches au fur et à mesure qu'il reçoit des nouveaux documents. Je sais pas trop comment répondre à la question en fait. Par exemple, là, quand j'ai montré les géofilters, il n'y a pas moyen de le faire directement avec la query. Tu es obligé de passer par une query match-all et de mettre ces filtres-là. Après, par exemple, pour les termes, est-ce que c'est plus performant de faire une recherche une recherche en lui disant je veux tous les critères, enfin tous les documents qui matchent je vais y arriver, cette chaîne, pardon. Ou est-ce que c'est mieux de faire un filtre en lui disant moi je veux un filtre terme là-dessus, je sais pas, je ne saurais pas te dire. Bien, merci beaucoup.